Bonjour à tous et à toutes, Mathieu Martel avec vous directement de Montréal pour notre 22e webinaire avec Réseau Vox Populi. Merci à Jean pour l'invitation. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Mathieu Martel, auteur, conférencier, professeur de philosophie au collégial. Vous pouvez aller voir mon site mathieumartel.com pour, si vous avez manqué, nos 21 derniers webinaires qui sont disponibles sur ma page et sur Réseau Vox Populi. Alors, commençons tout de suite avec notre thème. Donc, c'est un thème assez punché, comme on dit, comme disent les Américains. Penser moins, vivre plus. Mais ça pourrait être aussi formulé d'une autre manière. Faut-il penser moins pour vivre plus? Bien sûr, nous allons aborder ce thème de la pensée qui, dans la tradition non-dualisme, semble être un problème. Souvent, la pensée est associée à ce qu'on appelle une faculté qu'on appelle le mental. Et les non-dualistes, souvent, disent du mal ou semblent voir le mental comme étant un problème. On va peut-être commencer sur cette prémisse-là. Pourquoi le mental est-il un problème? Mais tout d'abord, qu'est-ce que la pensée? Qu'est-ce que le mental? Penser, c'est quoi au sens premier? On sait que de mon côté, je proviens d'une tradition occidentale qui a été fondée par les sept sages et aussi les premiers philosophes de la Grèce antique. Cette tradition, c'est bien sûr inscrite en Asie mineure et a par la suite cheminé vers Athènes. Pour les Grecs, la pensée, c'est le logos. Mais qu'est-ce que le logos? C'est à la fois la parole, le discours, mais aussi la faculté de réfléchir. Mais qu'est-ce que réfléchir? Pour les premiers Grecs, on préfère bien sûr l'histoire de cette idée, en remontant de Pythagore vers Platon jusqu'à Aristote, en passant par les écoles grecques, qu'on pense aux mégariques, qu'on pense aux cyrénaïques, que l'on pense à l'école des cyniques ou même à Épicure, on pourrait remonter très loin. Mais posons-nous cette question dans une perspective de philosophie existentielle et réfléchie et réflexive. Qu'est-ce que penser? Au premier abord, si on remonte à l'étymologie de logos, penser veut dire, ça nous ramène à une forme. Donc, c'est un début de mise en forme. Penser, c'est faire des liens, c'est mettre en forme et euh, c'est surtout cela qu'on veut retenir. Nous faisons souvent toutes sortes de liens. Et pourquoi faisons-nous des liens? Pour tenter de comprendre une situation, de circonscrire une situation, pour tenter de tendre vers la connaissance. Mais est-ce que la connaissance, pour peu que nous la poursuivions, est-ce que cette quête de connaissance, en quelque sorte, peut nous aider au niveau éthique à mieux vivre? Y a-t-il des problèmes? Y a-t-il un problème à trop vouloir comprendre, à trop vouloir tout circonscrire? Ça nous ramène en quelque sorte au terme concept. Concept, qui est chez les Allemands, qui nous ramène à un terme qui s'appelle Begriff, qui veut dire saisir, hein, saisir, circonscrire. Lorsque nous sommes dans cette quête de connaissance, hein, anime, pour peu que nous soyons philosophes, ou apprentis philosophes, ou justement philosophes, parce que la philosophie est cette quête de la connaissance et de la sagesse. Nous pouvons quelquefois être fourvoyés ou
être amené dans certaines limites avec cette obsession de la pensée. Je vais commencer avec un exemple. J'avais une discussion hier avec un de mes collègues qui me disait la chose suivante, qu'il est incapable de passer, de bien dormir la nuit. Et il associait cela à la pensée. Il dit, regarde ma morphologie. Je suis très maigre. Je ne sais pas ce qu'il sous-entendait par là, par le fait d'être très maigre. Il me dit, regarde, je suis d'un tempérament nerveux. Ça pense toujours ici. Je n'arrive pas à ne pas me réveiller la nuit. Et j'ai même de la difficulté lorsque je me réveille à m'endormir parce que je pense trop. Pour mon collègue et pour la tradition non dualiste, la pensée peut être un problème et peut, comment dire, nous empêcher ou mettre certains bâtons dans les roues, nous créer des difficultés dans le vivre au quotidien. Vous voyez? Donc, c'est selon cette perspective que je vais aborder le thème d'aujourd'hui. Hein? Parce que notre thème, c'est penser moins peut-il nous aider à vivre plus intensément? Peut-il nous aider à mieux vivre? C'est notre hypothèse de départ. Alors, je reviens à mon collègue, et peut-être que vous éprouvez aussi quelquefois, vous, cette difficulté à cesser de penser. Vous êtes toujours en train de faire des liens, à vouloir comprendre une situation. Vous êtes aussi assailli par des questions existentielles. Qu'est-ce que la vie? Quel est le sens de la vie? Suis-je en train de prendre la bonne décision? Est-ce que l'action accomplie hier était la bonne? Vais-je pouvoir améliorer le sort de ma vie? Donc, à chaque instant, de manière involontaire, nous sommes assaillis par de nombreuses questions qui nous travaillent intérieurement. Comment sortir de cette obsession, hein, de cet organe qui pense sans arrêt de manière involontaire? Comment arriver à une certaine paix intérieure face à cela? Peut-être la première chose, de se dire, ça pense en moi, ça n'arrête pas de penser, j'observe que je suis toujours en train de faire des liens, de vouloir comprendre, de vouloir même contrôler mon environnement en établissant un certain savoir pratique à longueur de journée. Êtes-vous de ceux et celles qui pensent trop? Hein? Êtes-vous de ceux et celles qui êtes constamment, hein, vous pourriez dire que vous êtes accablés par la pensée? Si c'est le cas, nous allons tenter aujourd'hui de cheminer à travers ce problème, hein? Le problème du fait de trop penser. Et comme je viens de vous le dire, peut-être une des premières approches pour prendre une pause face au fait que nous remarquons que nous pensons trop, c'est simplement de dire, j'observe, je suis témoin que ça pense énormément en moi, que des pensées involontaires occupent mon esprit. Croyez-vous que c'est en empruntant la pensée que nous allons nous rendre? Écoutez-moi bien, écoutez bien cette question. Je me sers de la pensée pour vous poser une question.
mais peut-être que je vais vous mener ailleurs, hein, dans un ailleurs de la pensée, en empruntant la pensée, ce qui pourrait ressembler à un paradoxe. Croyez-vous que c'est à travers la pensée, volontaire ou involontaire, que nous allons atteindre un état de félicité, un état de calme? Hein? Faut-il passer par l'échelle, visualiser une échelle? Imaginons que l'échelle, c'est la pensée. Devons-nous passer par l'échelle de la pensée pour ne plus penser? Je vais formuler la question autrement sous la forme d'un koan zen. Hein? Donc, c'est quoi un koan zen? Ou les Chinois appelleraient ça un gonghan, tout ça. C'est une formule qui va nous amener, c'est une question, qui va nous amener ailleurs, peut-être aux frontières de la pensée, par-delà la pensée. Alors, je vais vous en lancer quelques-uns. Bien sûr, j'utilise le langage, et c'est ça qui est paradoxal. Je vais utiliser le langage pour peut-être vous amener aux frontières de la pensée, pour commencer à éprouver la sphère de la non-pensée. Allons-y avec, écoutez, je n'ai pas écrit sur mon plan ici les Gonghan dont je vais vous parler, hein, parce que je me laisse guider par l'intuition dans cette rencontre. Alors, je vous conte une histoire. Un apprenti bouddhiste voulait vivre le satori, l'éveil. Demande à son maître, où puis-je trouver, comment puis-je atteindre l'éveil? Son maître dit, va au fond du pré, près de l'arbre. Le jeune apprenti se rend au fond du pré, près de l'arbre. C'est un chêne. Admettons que c'est un chêne ou un pin. Il attend. Il souhaite vivre le satori. Il revient. Il dit à son maître, je n'ai pas trouvé le satori. Je n'ai pas vécu cette expérience d'éveil et d'illumination. Il dit, retourne au fond du pré, près de l'arbre. Il retourne. Il s'assoit. Il médite. Hein, il adopte une position de méditation. Il respire. Rien ne se passe. Il revient vers le maître, il dit, je n'ai pas, il n'y a rien qui a été déclenché en moi, je ne comprends pas, vous m'avez dit que c'était au fond du pré, près du chêne. Et là, le maître, d'un coup, sort un bâton, lui frappe sur l'épaule, et l'apprenti est en choc, pour un instant, ressent la chaleur habiter son corps et le choc du coup sur l'épaule. Et un silence s'installe. Voici un premier Gonghan. Je ne vais pas expliquer ce Gonghan-là. Je vais vous en présenter un deuxième. Donc, je me sers du langage, d'une histoire, pour peut-être vous amener ailleurs. C'est cette fameuse histoire. Il y en a plusieurs hein, dans cette tradition-là. Vous n'avez qu'à aller chercher la passe sans porte, dans lequel il y a 48 mises en situation, Gonghan. Je crois que c'est un recueil du 13e siècle que j'ai dans ma bibliothèque derrière moi. Allons-y d'un autre qui a inspiré mon livre Va boire du thé. C'est un Gonghan attribué à un maître qui aurait vécu 120 ans. Zhao Zhu. Alors, Zhao Zhu est un maître d'un monastère et les apprentis méditants arrivent un à la suite de l'autre. Le premier élève dit à Zhao Zhu, Maître, que dois-je faire?
Il lui demande, as-tu déjà médité ici? Le méditant dit oui. Alors Zaozo dit, va boire du thé, va te préparer un thé. Un deuxième apprenti arrive, lui demande, as-tu déjà médité ici? Il dit non. Alors, va boire du thé, va te préparer un thé. Le troisième méditant qui a observé la situation ne comprend pas la situation. Pourquoi Maître Zaozo a déclaré à celui qui méditait, va boire du thé, et celui qui n'avait jamais médité, va boire du thé. Maître, je ne comprends pas. Ça semble être le même enseignement pour les deux personnes. Et Zaozo de lui dire, va boire du thé. Alors, laissez-vous toucher par ce gong-an. C'est sûr que votre esprit va vouloir tout saisir, tout comprendre. Vous allez pouvoir peut-être partir à la recherche de cette compréhension, mais le silence, la paix intérieure, le silence ou la paix intérieure doivent-ils être recherchés? Doit-on volontairement vouloir atteindre des états de félicité, de paix, de silence, de félicité? Y a-t-il des recettes? Y a-t-il des marches à suivre? Faut-il aller en Inde? Faut-il pratiquer les arts martiaux pendant de nombreuses années en Occident et d'aller chercher toutes sortes de ceintures, hein? De la blanche jusqu'à la noire, jusqu'au cinquième, sixième dame? Faut-il passer par là pour goûter à cela? Je pose la question, hein? Les gens souvent recherchent une recette, une voie facile, des étapes, un guide, un maître, une marche à suivre. Qui veut atteindre l'éveil? Qui veut la paix, la félicité, goûter au silence? Faut-il faire quelque chose pour toucher à ces états? Alors, notre thème d'aujourd'hui, on se demande si penser moins peut nous aider à vivre plus intensément. Est-ce qu'il y a une équation? Si je pense moins, je vis. Si je pense moins, vais-je vivre plus intensément? Et si je pense trop, vais-je vivre moins intensément? Est-ce qu'on doit passer par la philosophie, par cette forme de réflexion et en trouver une thèse qu'on va argumenter le mieux possible pour goûter à cette intensité de la vie? Vivre intensément demande-t-il un passage, hein? Demande-t-il un soutien de la pensée ou demande-t-il une forme d'abandon de la pensée? Au sens où, chez certains non-dualistes, on voit le mental comme un problème. Allons-y avec une référence à Eckhart Tolle, qui nous dit, peut-être que le problème, et là j'interprète, hein, je commente, peut-être que le problème n'est pas nécessairement la pensée, mais le temps que nous mettons à nous occuper de certaines choses et de certains problèmes. La pensée n'est peut-être pas un ennemi, hein. Certains vont faire de l'ego un ennemi qu'il faut dissoudre.
D'autres vont voir la pensée chez les non-dualistes comme étant un gros problème qui va occasionner toutes sortes de problèmes éthiques, de problèmes au quotidien, qui va nous pousser à nourrir des angoisses, de l'anxiété, etc. Mais revenons à une suggestion simple d'Eckhart Tolle qui nous dit, si vous vous asseyez une demi-heure pour écrire votre journal personnel, il n'y en a pas de problème. Vous vous octroyez une demi-heure. Donc, ici, l'esprit, ou chez les Grecs, on va appeler ça la dianoïa, va vous aider à vous concentrer pendant 30 minutes à écrire votre journal. On pourrait y aller avec cette suggestion-là. 30 minutes, vous écrivez votre journal. 30 minutes, vous faites le ménage de votre maison. 30 autres minutes, vous vous entraînez physiquement, mais en vous concentrant sur votre entraînement. 30 autres minutes, vous pratiquez un art. 30 autres minutes, vous allez faire une promenade dehors. Mais en étant entièrement présent à ce que vous faites, ce qu'on appelle la présence attentive, mais en observant aussi que vos pensées sont volatiles et que même si vous voudriez ne pas penser et vous concentrer de manière absolue à simplement faire ce que vous faites, la pensée est toujours présente. Elle surgit de manière involontaire, même si vous essayez de la contrôler. Avez-vous déjà essayé de contrôler, comment dire, la température extérieure? Avez-vous déjà essayé de contrôler ce que va décider de faire le chat que vous croisez dans la rue? Va-t-il vous obéir? Et lors vous êtes convié à une rencontre ou à une entrevue quelconque, vous vous préparez, hein? J'avais un ami qui s'en allait en cours récemment. Je me prépare le plus possible, je revise mon dossier. Et qu'est-ce qu'il me dit hier au téléphone? Le juge m'a déstabilisé dès le début de notre rencontre. Il l'a déstabilisé à plusieurs reprises. Alors, nous avons beau nous préparer pour la vie, nous entraîner, hein? J'ai des collègues qui vont écrire leur cours à une virgule près. Là, à tel moment, je vais dire une blague, etc. À tel moment, je donne tel exemple. Tout est orchestré, tout est chorégraphié. Mais dès qu'on arrive sur le terrain de la réalité, la vie n'est pas comme nous l'avions pensé et en aucun cas, toute notre préparation mentale, hein, nous aurions beau être obsédés comme les cyniques qui disaient « je me prépare toujours à toute éventualité », la vie n'est pas géométrique, la vie n'est pas rationnelle, elle est surprise, étonnement, mystère, mais souvent nous nous réfugions dans la connaissance, dans l'organisation rationnelle de notre environnement, de notre quotidien, par peur d'être déstabilisé par celle-ci. C'est Edgar Morin qui a dépassé les 100 ans, qui nous propose trois mots qui pointent dans une certaine direction. L'inconnu, l'imprévisible, et est-ce que je vais me souvenir du troisième? Je répète, je vais demander à mon aide de me guider. Donc, l'imprévu, l'inconnu, et je ne me souviens pas de l'autre. Et c'est tant mieux.
ce serait peut-être l'ineffable. Hein? On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout saisir. C'est peut-être aussi la présence de l'invisible. Hein? Nous avons des plans pour notre matinée, notre samedi. Je salue les gens qui sont en France. Il est 16 heures ici, il est 10h30 du matin. Vous aviez des plans pour ce matin, la veille. Mais nous ne sommes plus la veille, nous sommes maintenant. Et maintenant, montent en nous certaines impressions, certaines intuitions, qu'on peut appeler quelquefois des évidences, hein, et qui vous dit allez dans cette direction. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne l'aviez pas prévu, mais cela vous dit va dans cette direction. Et lorsque vous entamez ce chemin, vous êtes inspiré, vous êtes joyeux, vous avez le goût, mais vous ne l'aviez pas prévu. Posons-nous la question suivante. Avions-nous prévu les amours que nous avons vécus, les amitiés? Est-ce qu'on s'était dit aujourd'hui, je rencontre un ami, je rencontre un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, et aujourd'hui je vais avoir une journée, je souhaite avoir une journée formidable, remplie de bonheur, mais ce que vous vivez comme expérience de bonheur, vous n'aviez pas pu le concevoir à l'avance. Cela dépasse votre conception du bonheur. Sommes-nous ouverts à cette sphère de la vie? Nous laisser surprendre. Je renverrai ici à Bertrand Vergely, qui dans une petite vidéo que vous pouvez aller visionner en ligne, Bertrand Vergely, philosophe belge, ou si ce n'est pas suisse, je ne veux pas me tromper ici, fait la distinction entre l'émerveillement, l'étonnement et un troisième thème que j'oublie. Donc, on est dans la constante ici, j'oublie toujours mon troisième terme. Si nous n'avions pas l'émerveillement et l'étonnement, la vie serait peut-être moins mystérieuse, prévisible, trop organisée. Hein, s'il n'y avait pas les synchronicités pour nous dire waouh, cette vie-là, il y a quelque chose qui m'échappe, mais qui est quand même tout à fait surprenant et déstabilisant. Hein? Avez-vous déjà vécu ces synchronicités-là? J'écoutais récemment un politicien américain qui dit avoir découvert le terme synchronicité en faisant une lecture de Jung. Donc, il est allé emprunter ou lire Jung parce qu'il avait entendu ce thème dans le groupe Punk New Wave The Police. Hein? Donc, The Police composé 2 pièces, Synchronicité 1 et 2. Et ce politicien américain est allé vers ce livre de Jung parce qu'il l'avait entendu auparavant. Donc, la découverte du terme des synchronicités est en elle-même une synchronicité. Revenons à notre thème, même si j'y touche quand même. Y a-t-il une distinction entre la pensée rationnelle et l'aspect intuitif? Je vais revenir à une question qui est problématique. Croyez-vous que par la pensée rationnelle, on peut toucher à la présence? Imaginons l'échelle de la raison. Est-ce que c'est par l'échelle de la raison que nous allons toucher à la présence attentive, ou ce que j'appelle l'attention sans attente et sans atteinte?
je le laisse en suspens. Nous voulons, hein, nous voulons organiser notre réalité. Nous avons nos critères de fonctionnement, notre marche à suivre, nos habitudes. Et nous espérons toucher à l'absolu en demeurant, comment dire, dans les cadres de la raison. Allons-nous toucher à l'absolu en demeurant strictement rationnel, en faisant des choix simplement basés sur le pour et le contre, l'évaluation des critères, hein? Est-ce que la décision que je prends rend compte mes critères fondamentaux, mes valeurs fondamentales? Est-ce que ça se passe comme ça, le contact avec une rencontre qui va être transcendante à nos yeux? Mais qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur, par cette rencontre transcendante? Est-ce que vous parlez d'éveil mystique, vous parlez de fusion mystique, d'éveil spirituel ou quoi que ce soit? Peut-être pas. Je vous ramènerais plutôt au fait d'être capable de voir, de vous asseoir sur un banc de parc et d'observer les gens qui passent, d'observer l'environnement. Hein. Au lieu d'aller au cinéma, vous vous asseyez sur un banc de parc et vous observez, sans juger, sans vouloir tout comprendre et tout circonscrire. Il faut même en arriver à vous dire, je ne m'endure plus moi-même. Je suis incapable de m'asseoir sur ce banc de parc. Et là, vous donnerez raison à Blaise Pascal. Hein? Ce qui est le plus difficile, c'est de s'asseoir avec soi-même, d'être en sa compagnie 20 minutes sans chercher à fuir la situation. Doit-on s'entraîner pour aller là? Non, si vous n'êtes pas bien assis sur le banc de parc, couchez-vous, fermez les yeux et portez écoute. Prêtez, dis-je, prêtez écoute. Quand vous fermez les yeux, vous prêtez écoute au son de l'environnement. On peut se laisser bercer par le son. On peut même trouver le sommeil qu'on ne trouvait pas en s'allongeant sur un banc de parc. Oui, mais si je m'endors, vais-je être attaqué? Ce sera encore une inquiétude de l'être. Non pas de l'être, mais de la persona qui s'inquiète. Hein? Est-ce que cela se fait, se coucher sur un banc de parc et se détendre, siester, commencer un début de sommeil? Est-ce que cela se fait? Ce sera encore les inquiétudes qui nous habiteront. Mais c'est normal, tout ça. Alors, ça nous ramène à notre point. À la fois, la pensée peut nous servir lorsqu'elle est utilisée de manière, comment dire, dans un certain espace de temps. Mais à la fois, la pensée peut nous nuire lorsque nous sommes submergés par toutes sortes d'obsessions, d'inquiétudes. Mais que faire face à tout cela? Peut-être, tel que je l'ai dit tantôt, se dire, je n'ai pas le contrôle. Ça pense en moi, ça n'arrête pas de penser en moi. Je suis incapable d'arrêter. Premier constat, c'est-à-dire d'observer nos schèmes, hein, d'être témoin de nos fonctionnements. Et quelquefois,
ici, je retouche. Quelquefois, on a peut-être à dire, on peut peut-être se dire, je décide de laisser tomber mon combat contre moi-même pour tenter d'améliorer mon sort, pour tenter de me réorganiser. Je me fous la paix pour un instant. Je n'y arrive pas. Et peut-être là, vous allez toucher un petit espace de paix, petit espace de tranquillité. Vous allez sentir votre système nerveux se détendre. Vous pouvez même essayer ce processus-là. Vous parlez comme ça. Vous parlez ce que certains appelleront de l'auto-hypnose, hein. Vous vous étendez et vous commencez à vous parler. Donc, je pratiquais ça que lorsque j'enseignais le yoga. On faisait des détentes à la fin de la rencontre en position Savasana et j'induisais une forme de détente en commençant par les orteils, les jambes, etc. Et vous êtes capable quand même aussi peut-être de vous induire cette approche. Vous vous parlez lentement. Certains ont déjà expérimenté ça. Et là, vous allez dire, ah oui, mais tu utilises la pensée pour arriver à détendre ton corps et ton esprit. Oui, quelquefois, c'est possible. Permettez-moi de vous remercier d'être présent et présente aujourd'hui. Je vais prendre aussi une petite gorgée dans quelques instants. Merci à toutes et à tous d'être présents et présentes. Nous avons eu 100 inscriptions. Ça s'appelle la moyenne lors de nos rencontres webinaires. Et sachez que si vous avez manqué nos 21e, nos 21 rencontres précédentes sont disponibles sur Réseau Vox Populi, sur YouTube ou sur ma page mathieumartel.com, section webinaire. J'en profite pour vous remercier à ceux et celles qui sont présents et présentes et ceux et celles qui vont nous écouter en différé. Je vous salue. Merci à Yolande d'être là, Josiane, Charlotte, Hélène, Monsieur ou Madame Vaillancourt, Bénédicte, Jacqueline, Wafa, Lucie, Jim, Olga et Suzanne. Merci à toutes et à tous d'être présents et présentes. Ici, c'est une fin de semaine de 3 jours au Québec. Ah, et je vais saluer, oui, Danou de Strasbourg. C'est sa fête aujourd'hui. Je la salue et j'espère qu'elle sera à l'écoute en différé. Oui, et j'ai oublié de vous dire, pendant que je prends ma petite pause pour prendre un petit peu d'eau, si vous voulez mettre tout de suite à votre agenda notre prochaine rencontre, je vous propose tout de suite la date. Je remercie Jean de m'avoir proposé ce thème. Écoutez bien ça, ça va être intéressant. Les détachements nécessaires le samedi 26 octobre. Donc, ça va être dans 2 mois, car je serai en présence à Montréal à la fin septembre. Nous allons nous revoir le 26 octobre. Vous mettre ça à l'agenda. Les détachements nécessaires. Vous allez recevoir, bien sûr, une fois que vous allez recevoir l'enregistrement de cette rencontre, mais aussi un abonnement pour pouvoir vous inscrire gratuitement à ce nouveau thème, les détachements nécessaires. Faut-il se détacher? Quels sont ces détachements nécessaires? Est-ce que vouloir se détacher donne des résultats? Pourquoi vouloir se détacher? Et qu'est-ce que le détachement? C'est un thème qui était très présent, notamment chez les stoïciens. On pense ici à fondateur de l'école des stoïciens, Antisthène, si je ne m'abuse, mais aussi, non, c'était Zénon, je m'excuse, Zénon pour les stoïciens, mais aussi les grands stoïciens qu'on pense à Marc Aurèle et à Épictète. On revient à notre thème, je vais juste prendre une gorgée en attendant. Alors, je parlais
d'induire une forme de détente. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'induction de la détente à travers l'auto-hypnose, hein, en se proposant simplement, ici c'est sans prétention, en se couchant sur un matelas de sol, en position Savasana, hein, sur le dos, les mains sur le long du corps, nous pouvons utiliser la pensée pour détendre le corps. On peut l'essayer, on dépose tout, on peut fermer les lumières, etc. Et nous pouvons, comment dire, y aller en commençant à détendre les orteils, les pieds et progressivement monter jusqu'à la tête, les oreilles, etc. Et vous allez voir, on est capable de se mettre dans un état qui va approcher, par exemple, le fait d'y aller avec soit des bains chauds ou des bains froids, ou qui va approcher l'état d'être en contact avec, être dans un milieu naturel, faire du canot ou, comment dire, nager dans un beau lac ou une rivière. Et ça peut aussi nous amener, toucher un état lorsque nous échangeons de l'affection avec quelqu'un, ça détend le système nerveux. Alors, quelquefois, la pensée peut nous amener à nous détendre et à ressentir plus. Paradoxalement, une pensée par laquelle nous sommes envahis ou une pensée involontaire qui prend le contrôle de notre être peut nous éloigner de notre être profond. Ce que les anciens sages appelleraient être porté par le vent, hein? C'est Spinoza qui dit à la fin de l'éthique de Spinoza, qui dit que il y a certains individus qui sont malmenés par les aléas de la vie, ne savent pas qui ils sont, ne savent pas quoi faire et sont déstabilisés par tous les événements du quotidien. Comment sortir de cet état? Y a-t-il un moyen? Que dit Spinoza à la fin de l'éthique? Il nous donne la mission de nous connaître notre nature profonde, hein? Et d'en revenir, comment dire, au fait de savoir, au fait de comprendre qui nous sommes, comprendre notre nature profonde, parce que selon Spinoza, nous sommes des êtres de désir et de compréhension. Et ce qui viendra nous amener vers le chemin de la compréhension de soi sera un concept qui est le suivant. L'état de satisfaction de soi en lien avec la réalisation de sa nature profonde. Posons-nous la question, qu'est-ce que cela veut dire? Comprendre ou réaliser ce qu'est notre nature profonde. Ça, c'est une grande question, hein? Qui sommes-nous? Quelle est l'essence de notre nature profonde? Pour approcher cela, pour approcher une tentative de réponse, il faut bien sûr se poser la question, mais aussi d'abord s'arrêter quelques instants. On pourrait même se fermer les yeux, se demander, quelle est ma nature profonde? Qui suis-je? Et seulement être en silence et de voir s'il y aura une réponse. Et je dirais, je pourrais rajouter, de voir s'il y a une réponse et si une réponse est nécessaire à fournir de manière verbale, avec une forme de pensée. Est-ce nécessaire? Est-ce que la pensée est nécessaire? Devons-nous répondre à cette question-là en formulant une thèse, en, en tentant de nous définir? Est-ce que cela aussi va nous amener davantage de paix? Répondre à cette question. Mais remettons-nous dans cet état
Qui suis-je? Et je vais terminer avec un koan et ensuite je vous passerai la parole pour des questions. C'est un fameux koan, justement. Nous allons terminer cet entretien lorsqu'on se pose la question qui suis-je? Quelle est mon essence profonde? Je vais y aller en terminant avec un gonghan, justement, un célèbre koan. Qui suis-je entre deux pensées? Je répète, qui suis-je entre deux pensées? J'ai presque envie d'aller vous chercher, et là, parce que ça monte en moi ici, j'ai presque envie d'aller vous chercher un extrait de mon livre, La puissance de l'instant. Ça me fait penser, justement, je pourrais vous proposer un autre Gonghan. Mais là, je devrais aller dans une salle derrière, c'est un peu loin. Je vais peut-être tenter de me le rappeler. Allons-y. Certains déclarent que tout est changement, hein? Et on fait référence souvent à Héraclite d'Éphèse, qui nous a laissé à peu près 160 fragments. Certains déclarent que la vie, c'est le changement, que ce qui est permanent, c'est le changement. Je vais vous laisser sur une autre forme d'interrogation qui touche un peu notre dernier Gonghan. Si tout est changement et que ce qui est permanent, c'est le changement, qu'est-ce qui me permet de déclarer ça? Qu'est-ce qui me permet de dire que tout est changement, que la permanence, c'est le changement? Je vous laisse là-dessus, sur ces deux dernières formes d'interrogation qui peuvent nous amener peut-être à cet état par-delà la pensée, au-delà de la pensée. Donc, on touchait peut-être à un territoire inexploré ce matin. J'en profite pour vous remercier. Pensez à vos questions. Donc, on va avoir une petite période de questions. Certains ont des commentaires. Soyez brefs dans vos interventions. Question de laisser la chance à tous et à toutes. Soyez clairs, précis. Pendant que vous réfléchissez à une question ou un commentaire, je vais faire le tour de nos auditeurs et auditrices et vous saluer à nouveau. Merci d'être présent. Merci à Yolande, Josiane, Charlotte, Hélène, Bénédicte, Jacqueline. Merci à Geneviève, à Olga, à Jim, à Lucie, à Wada. Merci à Jean Rivet aussi pour cette belle invitation. Notre 22e, les amis. Sachez que si vous avez manqué nos dernières rencontres, vous savez où elles se trouvent. Je l'ai déjà dit auparavant. Et c'est génial. C'est depuis 2022, hein, je crois le mois de décembre. Et je remercie Jean. Moi et Jean, nous collaborons depuis plus de 22 ans et c'est notre 22e webinaire aujourd'hui qui permet de rejoindre des gens en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout au Québec. C'est génial, une belle initiative, ces webinaires gratuits. On y va. Est-ce qu'il y a un commentaire?